à tous, ce plein emploi, est-ce qu'il est à portée de main ou pas? On va en débattre durant cette table ronde. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'on a un taux de chômage qui est de 7,4% au mois d'octobre, son plus bas niveau depuis 2008, donc c'est encourageant. Pour le gouvernement, donc, le plein emploi n'a jamais été aussi proche. Emmanuel Macron, d'ailleurs, cette semaine a rappelé son objectif de ramener le taux de chômage à 5% d'ici la fin de son quinquennat, sauf que les indicateurs sont passés du vert à l'orange, à commencer par la croissance qui ralentit et puis ce taux d'emploi aussi qui plafonne après des années de hausse. Donc on en parle avec Alain Roumillac, président de Manpower Group, Europe du Sud. Bienvenue. Bonjour. Thibaut Guilby, haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Merci d'être là aussi. Et Pascal Dartois, directrice générale de l'AFPA. Merci d'être sur scène, sur ce plateau. Moi, j'aimerais commencer quand même par une question afin de bien cadrer les choses, et je me tourne vers vous, Alain Roumillac. Vous êtes Manpower Group, c'est un acteur clé quand même pour l'emploi, mais qu'est-ce qu'on entend par plein emploi? Et parce que finalement, ça diverge d'un pays, d'un continent à l'autre. Alors en France, l'OIT dit 5%, comme l'OIT d'ailleurs, mais aux États-Unis, par exemple, ce plein emploi, il est à 4%. Oui. Bonjour. Donc d'abord, on n'a pas tout à fait les mêmes systèmes sociaux. On n'a parfois non plus pas les mêmes salaires minimum. Donc ça permet, évidemment, plus les salaires sont bas et plus vous avez la capacité d'insérer sur le marché du travail des gens qui ont moins de qualifications. Donc pour moi, ce qui est le plus important, c'est est-ce que toutes les personnes qui ont la possibilité de travailler, et un certain nombre de demandeurs d'emploi aujourd'hui peuvent ne pas être en possibilité de travailler, par exemple parce qu'ils ont des problèmes de santé, donc que toutes les personnes qui sont en possibilité de travailler puissent travailler, et que de l'autre côté, c'est que toutes les entreprises qui recherchent des compétences, et c'est vrai que même actuellement avec une très légère remontée du taux de chômage, avec des indicateurs économiques qui sont moins bien orientés, on reste avec près de 350 000 d'emplois qui sont définis comme étant non pourvus. Donc voilà, je pense qu'on serait dans une excellente situation, encore une fois, si tous les gens qui peuvent travailler travaillaient et toutes les entreprises trouvaient à peu près les gens qu'elles souhaitaient. On va revenir sur ce paradoxe, effectivement, puisqu'on a 7 chefs d'entreprise sur 10 qui ont du mal à recruter. Mais Thibaut Guilby, sur cette définition du plein emploi, qu'est-ce que vous avez à ajouter ? D'abord, je rejoins ce qui vient d'être dit par Alain Roumillac. Ensuite, on regarde, c'est vrai, souvent le taux de chômage, mais je pense que c'est aussi important vraiment de regarder le taux d'emploi. Parce que c'est ça aussi qui finance notre modèle social et puis qui nous permet de voir si la dynamique de l'emploi est bonne. Donc, dans les 5-6 dernières années, on a créé quand même pas loin de 2 millions d'emplois. Et on voit bien, on a vu par exemple un décrochage avec l'Allemagne, parce que je crois qu'il y a une vingtaine d'années, on était à 63% de taux d'emploi chacun, j'ai envie de dire, et l'Allemagne à 77%. Nous, on a démarré le dernier quinquennat à 64%. Là, on vient de passer à 69%. Et donc, on a encore un travail à faire, et notamment sur les jeunes, même si on a bien progressé sur les jeunes, il y a encore pas mal de chemin à faire. Et puis sur les seniors, sur lesquels il y a un vrai décrochage, et donc là, on a un vrai sujet aussi sur la politique d'emploi des seniors. Oui, si on se compare par exemple par rapport à l'Allemagne, le taux d'emploi des seniors est 20 points en dessous. Oui, maintenant pour augmenter, il y a la question des seniors, on l'a dit, sur les jeunes, et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on investit aussi dans un service public de l'emploi et un service de l'emploi d'ailleurs de manière plus large, parce qu'on travaille avec les acteurs privés pour faire en sorte que, en tout cas, chaque personne qui est en recherche d'activité puisse le faire de façon plus efficace demain qu'elle ne le fait aujourd'hui. Il y a encore énormément de talents qui peuvent rejoindre les entreprises, et les emplois non pourvus dont on parlait, c'est entre 300 000 et 450 000 l'année dernière. Mais j'ai même envie de dire que même dans des périodes de chômage élevé, on avait quand même déjà des emplois non pourvus. Donc travailler vraiment sur ce sourcing, la formation, l'attractivité de ces métiers-là, pour faire en sorte que chaque entreprise qui vient s'installer, et notamment les vôtres, pour se développer, qu'elle trouve évidemment les candidats nécessaires à chaque fois qu'elles ont des projets d'entreprise à développer.
Pascal Dartois, donc sur ce qui a été dit concernant le taux d'emploi, également donc qui est inférieur à celui de nos voisins européens et notamment de l'Allemagne, concernant aussi ces indicateurs économiques qui sont moins bons que prévu. Voilà, est-ce que la dynamique du marché de l'emploi actuellement est en train de se gripper ? Alors, oui, on entend qu'elle se grippe un petit peu, mais de là où on part, on était à 9% en 2020, on est à 7%, il faut qu'on atteigne 5%. Je pense que même si ça se grippe un tout petit peu, il y aura toujours des métiers en tension et des métiers et des personnes à former sur les métiers d'avenir. Donc je pense comme Thibault que l'effort qu'on doit avoir, c'est sur les publics éloignés, qui sont encore éloignés de l'emploi, ceux qui ont des problèmes de santé, mais ceux aussi qui ont des problèmes de mobilité, par exemple, il y en a plein d'autres. Les jeunes, parce que on est un pays où il y a encore 100 000 décrocheurs scolaires par an et on a pas mal de dispositifs, notamment l'État a modifié les choses en mettant en place le contrat d'engagement jeune qui a beaucoup structuré toutes les solutions qu'on peut apporter aux jeunes et puis évidemment les seniors puisqu'il y a un objectif d'atteinte du taux d'emploi des seniors à 65% et on est en 2022 on était à 36,2 donc il y a un gros effort à faire. Voilà, et Bruno Le Maire l'a rappelé ce matin. On va bien sûr ébaucher les pistes possibles de solutions, mais j'aimerais quand même qu'on reste un petit peu dans le constat et qu'on revienne, Alain Roumiac, sur ce paradoxe. Comment se fait-il qu'il y ait justement autant d'emplois non pourvus et qu'on ait quand même un taux de chômage qui reste élevé et que les chefs d'entreprise aient du mal aujourd'hui à recruter ? Alors d'abord, le marché de l'emploi, c'est un nombre important de micro-marchés de l'emploi. On a évoqué, Pascal l'a évoqué, le sujet de la mobilité. Considère qu'un bassin d'emploi, c'est en gros une superficie qui a un rayon de 25 km. Donc déjà, vous pouvez avoir des territoires qui ont des particularités qui sont différentes. D'ailleurs, vous avez des territoires où il y a des taux d'emploi d'ailleurs, et des taux de chômage qui sont inférieurs à 5%, et vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus élevés. De la même façon, ce qu'il faut, c'est que pour que vous ayez une bonne adéquation entre l'offre et la demande, donc entre les besoins des entreprises et les demandeurs d'emploi, il faut que les formations correspondent bien sur chacun de ces bassins d'emploi. Donc déjà, avec ce sujet de granularité, ça pose un vrai sujet. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, effectivement, vous avez des gens qui ont ce qu'on peut appeler aussi un certain nombre de freins pour l'emploi. On l'a évoqué, des problèmes de santé, on peut avoir des problèmes de mobilité, ça peut être aussi des problèmes de confiance en soi. Et donc, parce qu'on a vécu des années avec de très forts taux de chômage et des gens se sont aussi démobilisés, considérant d'ailleurs qu'il n'y avait pas suffisamment d'opportunités. Donc ça nécessite, justement, enfin on y verra sur de mieux être capable d'aller trouver les personnes qui ont la capacité à travailler, qui peuvent être motivées, et ensuite de savoir aussi faire le lien avec l'ensemble des problématiques de formation pour qu'on soit capable de répondre aux besoins de l'entreprise. Et puis enfin, dernier sujet, en particulier post-Covid, il y a un changement dans ce que sont les aspirations des salariés. Voilà, donc ils ont d'autres aspirations, ils ne veulent plus tout à fait faire les choses comme avant. Et il faut aussi que les entreprises soient capables de s'adapter à ces nouveaux besoins, ces nouveaux comportements. Avec ce fameux phénomène de la grande démission. Alors, la grande démission, ça a été aux États-Unis. Il y a moins de grandes démissions en France. Simplement, c'est que vous avez des gens, ils vous disent, moi, je ne prendrai pas, éventuellement, comme les générations passées, n'importe quoi parce que j'ai besoin de travailler. J'ai besoin d'avoir un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée. J'ai besoin d'avoir du sens dans ce que je fais et j'ai besoin d'être respecté, quel que soit mon niveau dans la hiérarchie. Et ça, c'est vrai qu'il y a parfois des entreprises qui ont encore un peu de mal à pouvoir s'adapter. Et c'est aussi l'effort, en plus du sujet de la formation, que les entreprises doivent faire pour être capables d'être attractives. Thibault Guilluy, donc une réaction sur ce que dit Alain Roumiac. Voilà, quels sont aujourd'hui les freins au plein emploi ? Ouais, ils sont multiples. Je pense qu'on a en tout cas un sujet d'abord de connaissance et puis d'attractivité des métiers. Des métiers, il y en a des milliers là où en fait rares sont les personnes qui en ont plus de quelques dizaines en fait dans la tête. Et on a un vrai enjeu d'orientation et de donner les moyens
Que ce soit à nos jeunes, c'est la réforme du lycée professionnel qu'a initié le président de la République. C'est à l'université, il ne faut pas oublier qu'un jeune sur deux, un étudiant sur deux ne passe pas la période de Noël et se retrouve en décrochage étudiant et pas pour des questions de niveau, mais pour des questions d'orientation. Donc on a un vrai enjeu. Certes, le service public de l'emploi, enfin Pôle emploi et puis les acteurs, mais les entreprises, à faire en sorte qu'on donne à voir, à toucher, à rencontrer les métiers qui existent par le mentorat, l'immersion, les stages. Là-dessus, c'est ce qu'on propose d'ailleurs aussi avec le réseau Les entreprises s'engagent. Faire connaître ces métiers-là. Le deuxième, ça a été évoqué, c'est la formation. Alors là-dessus, on a quand même encore un peu de travail à faire parce que faut quand même bien avouer, moi j'étais chef d'entreprise pendant une vingtaine d'années, que ça reste quand même un maquis quand même un petit peu compliqué. Et donc c'est le travail qu'on est en train de faire avec les régions, mais aussi avec les branches professionnelles pour simplifier un petit peu l'accès à la formation et faire en sorte que cette formation soit beaucoup plus directement connectée aux besoins des entreprises. Et donc qu'on élabore les plans de formation en partant des besoins des entreprises et des filières. Et là, ça fonctionne mieux. Un exemple, dans le numérique, l'année dernière, on a financé énormément de formations. Il n'y en a que 52% qui ont abouti à un emploi. Quand on a élaboré ces formations avec les entreprises, c'est 92% de retour à l'emploi. Donc ça sera un meilleur investissement si on connecte beaucoup mieux le former et le recruter. Et puis le troisième point, c'est d'accompagner les entreprises. Parce qu'il ne faut pas oublier que 7 recrutements sur 10 se font dans des petites entreprises qui n'ont pas forcément une fonction RH. C'est une fonction finalement qu'on apprend soi-même. Et on a un vrai enjeu à mieux accompagner les entreprises dans le recrutement, dans le sourcing, trouver le bon candidat. Et puis aussi accompagner à l'intégration dans l'entreprise. Il y a un CDI sur 3 qui ne passe pas la fin de l'année. Et donc là, on a un vrai accompagnement et on propose un certain nombre de services aux entreprises pour faire en sorte qu'on fasse des recrutements mieux réussis. Pascal Dartois, vous partagez cet avis, notamment concernant la formation, le fait que ce soit inadéquat entre les postes et les compétences. C'est un vrai souci aujourd'hui et c'est un frein justement au plein emploi, le fait que les compétences ne soient pas adaptées tout simplement aux postes qui sont proposés par les entreprises. Alors, les compétences, alors c'est pas qu'elles sont pas forcément adaptées, c'est qu'elles peuvent l'être. Après, c'est exactement ce que disait Alain Roumillac à l'instant, c'est-à-dire que il faut que, pour nous qui sommes un opérateur de formation, il faut que le contenu de formation soit adapté aux besoins de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il faut être agile et sans arrêt réviser les contenus de formation. Pour vous donner un exemple, nous on a révisé 110 formations sur la rénovation globale énergétique. Donc, ça veut dire qu'on a travaillé avec les entreprises, on a validé des nouveaux contenus. Il faut aussi être agile, c'est-à-dire apporter la formation au plus près des besoins, au plus près des entreprises, mais au plus près aussi de la demande sociale. C'est-à-dire que ce que disait Alain, c'est qu'une personne se dépasse pas beaucoup plus qu'à 30 km de chez soi, ou recherche un poste à 30 km de chez soi. Donc les problèmes que les entreprises ont pour recruter, nous les avons aussi en tant qu'opérateurs de formation. Et donc l'agilité, c'est de pouvoir avoir une couverture des dispositifs de formation sur le bassin de vie. Donc on déploie aussi par exemple des plateaux mobiles, on est en train d'investir beaucoup dans les jumeaux numériques, pour essayer de se rapprocher le plus possible et de l'entreprise et évidemment être en proximité des personnes. Thibault parlait aussi des problèmes d'attractivité, vous peut-être, c'est vous qui évoquiez, Alain Roumillac, les problèmes d'attractivité. Il y a aussi ce souci aussi qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que les emplois ne sont pas suffisamment attractifs et puis que c'est vrai, depuis le Covid, les salariés, eux, sont plus exigeants. Alors, pas suffisamment attractif, mais moi je dirais surtout, comme vient de le dire Thibault, pas assez connu. Vous pouvez très bien avoir un emploi qui vous convient à côté de chez vous, mais juste vous n'avez pas l'information, ou les réseaux d'opérateurs ne sont pas forcément coordonnés pour amener la personne vers cet emploi-là. C'est tout l'enjeu de France Travail qui arrive, c'est de coordonner de plus en plus tous les acteurs sur un bassin de vie pour que la personne sache au moins qu'il y ait un emploi à côté de chez elle. Et là, c'est plus facile de matcher les compétences qu'elle a déjà pour l'amener vers l'entreprise. Les individus qui arrivent chez nous, nous on forme 200 000 personnes par an.
Les individus qui arrivent chez nous, ils ont tous envie de travailler. Donc là, ce qui va être vraiment dur, c'est de donner envie. Et voilà, on met des systèmes en place pour donner de l'information de plus en plus avec les entreprises. On travaille beaucoup sur des ingénieries d'attractivité qui comprennent la connaissance du métier, mais pas seulement. Il y a la connaissance de l'entreprise, voire même du patron de l'entreprise qui peut venir, ou évidemment des personnes qui viennent en parler. Je crois que les personnes ont besoin de confiance et ont besoin de savoir où elles vont aller. Il faut mettre ça en parallèle aussi avec les nouveaux métiers, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup, et dès qu'on allume la télévision, qu'on écoute la radio, tout le monde parle de nouveaux métiers, sans savoir vraiment ce qu'il y a derrière et vers quel cap on va. Je vous donne un exemple. Nous, on a mis en place des incubateurs de compétences sur l'hydrogène, sur 14 territoires. C'est très compliqué de trouver des stagiaires parce que le marché n'est pas mature. Et donc, on a fait une étude avec France Hydrogène. Les besoins volumétriques sur l'hydrogène, ils seront présents à partir de 2026. Cela dit, et l'État nous aide, puisqu'on est un établissement public, on investit déjà dans les plateaux de formation, parce qu'on sait bien que ça va arriver à un moment ou à un autre, et qu'il faudra que la fabrique de compétences, elle soit déjà présente, acquise, et on travaille avec les entreprises pour les mettre en œuvre. Il va falloir anticiper les compétences. On va en parler dans la troisième partie de ces tables rondes, dans la partie solutions, mais j'aimerais revenir quand même avec vous, Alain Roumillac, sur cette question des compétences. Est-ce que vous diriez qu'en France, vous qui avez vraiment cette vision globale du marché de l'emploi, une pénurie de compétences, est-ce que c'est plus marqué dans certains secteurs que d'autres ? Alors, c'est une problématique globalement de tous les pays industrialisés. Nous, on a cette problématique à peu près partout. Alors après, il y a des problèmes qui sont différents. En Allemagne, on a un problème de démographie. Donc sans doute un système éducatif sans doute qui permet de mieux adapter aux besoins d'entreprise, mais on a un énorme problème démographique. Et souvent, dans les pays du sud de l'Europe, il y a quand même un décalage entre le système éducatif et les besoins des entreprises. Donc tout l'enjeu, d'ailleurs, après, ce sont des acteurs entre eux, c'est-à-dire dans des relations publiques-privées, que d'être capable, derrière, de partir de ce qu'est donc la main-d'œuvre qui est disponible, qui n'a pas obligatoirement toutes ses compétences, et de pouvoir les accompagner et de bâtir les compétences dont on a besoin. Mais là encore, nous, quand on regarde les problématiques d'emploi, une fois dans l'ensemble des grands pays industrialisés, on fait donc très régulièrement tous les trimestres des études. En gros, on a à peu près les mêmes problématiques dans l'ensemble des pays. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au niveau de l'Europe, c'est vrai au niveau de l'Europe de l'Ouest, comme j'ai aussi une partie de l'Europe centrale. En Europe centrale, aujourd'hui, on a considéré que c'était un réservoir, non seulement c'était des endroits où il y avait un moindre coût de la main-d'œuvre, mais aussi ça pouvait être un réservoir de main-d'œuvre. Aujourd'hui, par exemple, l'Europe centrale n'est plus un réservoir de main-d'œuvre, parce que d'ailleurs, on a des taux de chômage qui sont très inférieurs à ce qu'on peut avoir dans nos pays. Donc c'est une problématique générale. C'est aussi sans doute cette problématique qui est liée, peut-être parce que le monde va plus vite, donc le système éducatif a plus de mal à se coordonner avec le besoin des entreprises. On a évoqué les révolutions que l'on vit numériques, écologiques, qui amènent à des changements de compétences. Il y a ces changements d'attente de la part des employés. Et donc, un peu partout, on se retrouve avec ce décalage. Alors, est-ce que la formation peut résoudre cette question d'inadéquation entre justement les postes et les compétences ? Et est-ce qu'on peut dire aussi que les entreprises ont peut-être leur part de responsabilité concernant l'investissement dans la formation ? Alors, pour insérer dans l'emploi, je ne suis pas sûr que l'entreprise soit en responsabilité. Après, elle participe beaucoup, déjà, l'entreprise, sur le fait de... reconversion possible. En termes d'attractivité, je pense plutôt l'inverse, c'est-à-dire que notre système est encore complexe, qu'on n'est pas forcément très lisible, tous ensemble. Et moi, je crois qu'on doit justement être les tiers de confiance qui simplifions les choses pour le compte de l'entreprise. On est là pour ça, en fait, le service public. Et je crois que c'est très important. C'est le retour à l'emploi des personnes qui sont au chômage. C'est un sport collectif.
Je pense que Thibault en parlera encore mieux que moi. Il faut absolument qu'on soit mieux coordonnés, quels que soient les acteurs sur le territoire. Nous, par exemple, on n'est pas sur tous les territoires, donc il y a d'autres opérateurs de formation. Il faut qu'on travaille entre opérateurs de formation. Quand on n'a pas la compétence, il faut qu'on puisse travailler à plusieurs. Bref, voilà. Moi, je pense que c'est plutôt, on doit mieux se coordonner et apporter des services aux entreprises et qu'elles n'aient pas à rentrer franchement dans toutes les tuyauteries de notre système qui est très très complexe. Oui, parce que comme pour les emplois, concernant les formations, il y a peut-être aussi un défaut d'information. Oui, mais on l'a évoqué effectivement, l'information ou l'accès à l'information, mais ça suppose d'abord qu'on décloisonne un petit peu les mondes. Le rapport entre l'école et l'entreprise, l'université et le monde de l'insertion professionnelle, on l'a évoqué sur la réforme du lycée professionnel. Il y a l'apprentissage qui a permis quand même aussi de créer des ponts un petit peu plus importants. Et là, on souhaite avoir une alliance aussi plus forte avec le monde de l'enseignement supérieur et le service public de l'emploi pour ça. Donc d'abord, mieux connecter, ça permettra de mieux connecter finalement l'appareil de formation et de fabrication des compétences avec les besoins de l'entreprise. Le deuxième enjeu, il est quand même sur la question de la donnée. Parce que derrière le fonctionnement parfois en silo un peu des acteurs, c'est le partage de la donnée. Et cette donnée-là, c'est celle qui permet de mieux anticiper ensuite les besoins de compétences. Et ça, c'est clairement aussi un des objectifs qu'on a avec France Travail. Et la loi qui a été votée, ça permet en fait d'avoir ce cadre juridique qui va nous permettre, avec les régions, avec les entreprises, avec les branches, d'avoir un vrai outil de partage et de pilotage des besoins de compétences territoire par territoire là-dessus. Donc ça nous semble des enjeux importants si on a envie de gagner la bataille de la compétence. Et ensuite, les moyens, en fait, ils existent. Honnêtement, je pense qu'on est un pays sur lequel il y a énormément de moyens. On accompagne, je pense, un certain nombre de projets, d'ailleurs, qui sont portés par des entreprises qui sont dans cette instance à travers France 2030. Il y a quand même un peu plus de 2,5 milliards qui sont investis dans les compétences et métiers d'avenir. Il y a le plan d'investissement dans les compétences, c'est 10 milliards qu'on renouvelle sur les 4 prochaines années, sans parler évidemment de l'appareil de soutien à la formation des salariés. Donc les moyens sont là, mais je pense qu'il faut qu'on puisse mieux les adresser en ayant une meilleure connaissance des besoins des entreprises et une anticipation de ce qui va venir. Alors, il y a un point important aussi pour atteindre le plein emploi, c'est aller chercher les plus éloignés du marché de l'emploi, les plus fragiles. Vous dites, Pascal Dartois, qu'on a fait la moitié du chemin concernant le plein emploi. Maintenant, c'est ces publics-là qu'il faut aller chercher. Oui, je crois qu'un opérateur de formation aujourd'hui, notamment pour ces publics-là, ne peut pas passer à côté de dispositifs d'accompagnement qui sont très complets. Alors, ça part de la confiance en soi, bien évidemment, de remettre en selle quelqu'un qui n'a pas été à l'emploi depuis très longtemps, et puis d'associer à ça différentes offres de services sur l'accès à la mobilité, sur la garde d'enfants, sur la santé, sur l'accès au logement. Je pense que c'est éminemment important d'accompagner la personne, non pas seulement sur le parcours professionnel, mais aussi sur son parcours de vie. Et donc nous, par exemple, on a 200 implantations en France. On a développé une stratégie qui s'appelle les villages des solutions, où on propose à tous ces opérateurs de s'installer avec nous en résidence. Donc je sais que Thibault parle beaucoup de guichets uniques. Moi, je parle de guichets multiples au même endroit. C'est-à-dire que on va jusqu'à mettre en place des événements culturels, sportifs pour attirer les publics et venir chez nous. Et évidemment, les entreprises ont toute leur place. Et donc, ça marche plutôt pas mal. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. À Vénissieux, on est en bord d'un QPV et on a 49 partenaires qui travaillent ensemble au quotidien pour emmener les personnes à l'emploi. On n'a jamais eu un taux de retour à l'emploi aussi important. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on s'y met à plusieurs... Alors, par contre, le partenariat, c'est exigeant. On travaille pas 49 comme ça aussi facilement. Mais ça marche si on se donne des règles et si, évidemment, on porte tous des valeurs de laisser la place à chacun et de ne pas défendre que son intérêt structurel, mais évidemment l'intérêt général. Alain Roubillac, sur ce point. Non, je crois que nous, on a une conviction, c'est qu'il y a des publics qu'il faut accompagner. Je crois qu'on a fait le choix, on a souvent échangé avec Thibault pendant qu'il était en charge du projet donc France Travail, et je pense qu'on partageait ce constat. Je crois que dans ce pays, sans doute parce qu'on considérait à un certain moment que le chômage était inéluctable, on a réduit les moyens d'accompagnement
des publics les plus fragiles vers l'emploi. Donc l'expérience montre, on a bâti de remarquables partenariats publics-privés avec Pôle emploi ou avec d'autres en associant des organismes de formation qui font qu'aujourd'hui, on est capable d'aller chercher des gens, et maintenant on le fait, on va commencer à le faire à l'échelle sur des bénéficiaires du RSA, des gens qui n'ont pas travaillé depuis de nombreuses années, et l'expérience montre, c'est qu'en 6 mois, on peut assez facilement en remettre 30 à 40% à l'emploi. Et des gens, si vous ne veniez pas à eux, veniez pas les aider, veniez pas leur redonner confiance en eux, leur permettre de comprendre ce que sont les opportunités, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, comment est-ce qu'on pouvait les former, essayer de régler un certain nombre de problématiques qui sont des freins périphériques à l'emploi, vous n'aviez aucune chance qu'ils reviennent à l'emploi. Et je pense que d'ailleurs, ils étaient, pour les services sociaux, voire pour les services de Pôle emploi, considérés comme étant absolument perdus. C'est-à-dire qu'on s'en occupait plus, finalement. Donc je crois que la loi plein emploi, sur laquelle Thibault a beaucoup travaillé, donc va dans ce sens-là, un meilleur accompagnement, un suivi avec le moins de couture possible dans le processus du demandeur d'emploi, un très fort partenariat qui s'est établi, qu'on a appris à travailler entre le public et le privé, et qui permet de pouvoir remettre plus de personnes à l'emploi. Alors justement, où est-ce qu'on en est des expérimentations en cours du RSA contre des heures d'activité? C'est vrai que ça a suscité pas mal de réactions. 15 heures d'activité par semaine, ça serait peut-être pas mal de rappeler ce qu'on entend par activité. Parce que finalement, ces allocataires du RSA qui doivent 15 heures d'activité, ça ne va pas forcément être une main-d'œuvre bon marché pour les entreprises, comme on a pu l'entendre. Mais c'est un peu aussi peut-être le risque. Donc qu'est-ce qu'on entend par heure d'activité ? Non, mais peut-être avant de parler de cette réforme, juste de dire que le sens de tout ce qu'on fait, c'est de remettre aussi le travail. Et la question du travail, c'est au cœur du projet en fait que porte le président, que porte le gouvernement. C'est aussi pour ça qu'on a fait un certain nombre de réformes structurelles quand même aussi sur le marché du travail, la réforme de l'assurance chômage, et que ça doit s'accompagner en revanche d'une politique extrêmement active effectivement pour faire en sorte que tous ceux qui s'étaient un peu éloignés du marché du travail puissent revenir dedans. On a parlé des jeunes, le contrat d'engagement jeune, parce que c'est la même logique que pour le RSA. Le fameux 15 ou 20 heures, c'est une idée assez simple, c'est qu'on était un des pays qui était honnêtement un des derniers pays européens en matière de NEET, c'est-à-dire de jeunes ni en études, ni en emploi, ni en formation. Le contrat d'engagement jeune, on l'a lancé le 1er mars 2022 avec, alors elle était ministre du Travail à l'époque, maintenant elle est Première ministre, Elisabeth Borne. On a signé le 500 millième contrat il y a 10 jours dans le Val-de-Marne avec le ministre du Travail. Donc ces jeunes-là, on leur a proposé un vrai coaching, c'est-à-dire, vous êtes coachés, vous avez des activités à développer pour pouvoir retrouver un emploi, de la formation, de la remise en confiance, de l'immersion professionnelle en entreprise, du mentorat, à raison de au moins 15-20 heures. Enfin, c'est l'idée que chaque jour qui passe, on le consacre à faire un bout de chemin vers son retour à l'emploi. 18 mois après, les premières cohortes, on est à 86% de taux de retour à l'emploi. Vous voyez, il n'y a absolument pas de fatalité si on s'en donne les moyens. Et donc, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. C'est un petit investissement d'insertion pour ensuite un taux de retour à l'emploi important. Cette recette-là, pour les jeunes, on le propose aussi pour les bénéficiaires du RSA. Il y en a 1 950 000 en France. Et donc, nous, notre méthode, c'est de le déployer territoire par territoire. On le fait dans 18 départements. Et on propose effectivement à chaque bénéficiaire du RSA un accompagnement intensif pour accélérer le retour à l'emploi. Alors la difficulté maintenant, ça va être de transposer ce dispositif à plus grande échelle. En fait, comment vous comptez faire ? Nous, on emploie un petit peu une méthode qui fonctionne plutôt bien dans les entreprises et dans l'économie. C'est qu'en fait, on teste, on évalue l'impact et ensuite, après, on déploie. Et donc là, on a commencé avec 18 départements. En 2024, on passera à 40. Et puis l'objectif, c'est qu'en 2025, on soit prêt pour étendre à tout le pays. Peut-être un dernier point, puisque je vois que ça se... Non, mais on a encore 5 minutes, donc on va pouvoir aborder quelques points. Allez-y.
Non, mais l'autre point, et souvent c'est un parent pauvre des politiques publiques en matière d'emploi, c'est qu'on parle beaucoup des personnes, mais on ne parle pas assez des entreprises. C'était un petit peu l'esprit du réseau Les entreprises s'engagent. Vous êtes quelques-uns ici à être impliqués dans ce réseau, qui est parti en fait d'une rencontre entre une centaine d'entreprises et le président de la République en 2018. Ça faisait 1 an qu'il avait son mandat, qu'il a dit, écoutez, on a une responsabilité, c'est de bâtir un écosystème le plus favorable possible pour le développement des entreprises. Et donc, on va mener des réformes, on va travailler à baisser les impôts, à faire en sorte que ce soit le plus attractif possible. Et vous avez entendu il y a quelques jours qu'il a dit qu'on n'avait pas terminé le travail et qu'on allait continuer de réformer, d'investir et d'accompagner cet écosystème pour rester attractif. Simplement, on a aussi des défis environnementaux, le ministre les a rappelés, mais aussi sociaux, pour pouvoir s'ouvrir à la diversité des talents, ce qui n'est pas forcément notre fort, en tout cas en France, là-dessus. Et on n'y arrivera pas si c'est juste les pouvoirs publics qui s'y attaquent, on n'y arrivera pas si c'est seulement les entreprises, mais c'est dans la coalition entre les deux qu'on va pouvoir réussir. Ils étaient 100 à l'Élysée. Là, je crois qu'on va terminer l'année à pas loin de 90 000 entreprises engagées. Et l'idée, c'est qu'on accompagne ces entreprises à aller rechercher et dénicher les talents partout où ils sont, dans la diversité, dans les quartiers. Il n'y a pas assez de féminisation non plus dans l'industrie, dans le numérique. Et tout ça aussi, c'est un changement de posture RH des entreprises qu'il faut qu'on accompagne. L'idée de mieux collaborer avec le monde économique. Alors j'aimerais, on l'a abordé un petit peu en première partie, 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Donc maintenant, comment on va faire pour anticiper les compétences, pour s'adapter, vous le disiez, à ces transitions en cours qui sont environnementales, énergétiques et numériques aussi avec l'intelligence artificielle? Il faut qu'on travaille avec les écosystèmes pour être capable d'anticiper les choses. Il faut le faire au niveau d'une filière, pour justement, comme l'évoquait Pascal, lorsqu'il y a des nouveaux besoins et qu'on soit capable de bâtir, d'aller chercher les personnes et également y faire le lien avec les entreprises et au travers de la formation. Il faut que chaque entreprise en fasse aussi sa responsabilité. Et on est en train de travailler avec un certain nombre d'entreprises pour essayer de réfléchir en fonction des projets qu'elles sont en train de mettre en œuvre, quels seront leurs besoins de compétences dans 3 à 5 ans. Et on est capable assez raisonnablement de voir ce dont sera le besoin et de voir ensuite, en fonction de là où on est, comment est-ce qu'on est capable, je dirais, de faire le lien entre les deux. Donc ça, ce sont des enjeux qui sont absolument majeurs. Et puis, il faut le lier, justement, parce que je pense que c'est tout l'enjeu. On est aujourd'hui ici pour parler d'attractivité. L'attractivité, elle passera aussi par le fait de convaincre des investisseurs, et en particulier des investisseurs étrangers, qui vont trouver en France les compétences dont ils ont besoin. Ou en tout cas, peut-être pas le jour où ils vont commencer à vouloir s'installer, mais qui savent qu'il y a un écosystème qui saura, le jour où ils auront besoin de telles compétences, ou le jour où ils auront besoin de faire évoluer leurs compétences, ils ont cet écosystème qui leur permettra d'avoir les compétences dont ils ont besoin. Et là encore, je pense que Thibault l'a dit, il faut qu'on soit capable, acteurs publics, acteurs privés, organismes de formation, organismes professionnels, de s'aligner sur un certain nombre de sujets. Il y a de remarquables opérations qui sont en train de se mener. Il faut les faire passer à l'échelle. Pascal Dartois, sur ce point, comment est-ce que vous travaillez justement sur les formations pour anticiper justement ces compétences, ces besoins de compétences futures? Alors déjà, on porte la politique du titre professionnel du ministère du Travail. Donc on a 400 ingénieurs de formation dont c'est le métier au quotidien, c'est-à-dire de réviser les titres professionnels, d'en créer de nouveaux. Et en créer de nouveaux, c'est très important dans la période. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, le ministre Béchu parlait de la planification écologique. Dans ce plan, donc on a regardé très précisément, dans ce plan, il y a le développement de la cyclo-logistique et du cyclotourisme. En tout cas, le vélo va prendre une part importante de la livraison du dernier kilomètre. Il n'y a pas de plateau de formation, pas de plateau technique de formation en France pour construire les vélos, fabriquer les vélos. Ça n'existe pas. Donc on est très très fiers. On a ouvert le premier plateau technique de fabrication de vélos en France. Voilà, la compétence avait totalement disparu. C'est-à-dire fabriquer un cadre en acier, ça n'existait plus du tout. Donc plutôt que de les faire venir d'Asie, effectivement, on redéveloppe ça. Mais on aura aussi besoin de réparateurs et de techniciens de maintenance de vélos, etc. Et donc à chaque fois, on regarde évidemment, on fait des analyses de travail, on travaille avec les entreprises. Je vous parlais des incubateurs de compétences hydrogène tout à l'heure. On travaille avec 250 entreprises de l'écosystème hydrogène avec France Hydrogène. Et donc, on avance, ce sont des formations-actions
où on met en place un plateau technique, les entreprises viennent voir, on étudie la compétence, on retourne dans l'entreprise. Et au bout, et c'est ça qui est très important, il y a un titre professionnel, c'est-à-dire qu'il y a une certification. Et pour attirer des personnes qui vont vouloir venir sur ces métiers, le fait que ce soit une qualification, qu'il y ait une qualification au bout, c'est extrêmement important, surtout quand on est dans une transition, dans une reconversion professionnelle. On ne quitte pas forcément son emploi par plaisir, c'est beaucoup de réflexion personnelle et professionnelle, mais quand vous savez que vous allez vers un métier qui a un cap, qui a un marché et qui a une certification, c'est très important. Donc nous, on anticipe là déjà tout ça et on crée beaucoup de titres professionnels nouveaux, technicien de maintenance éolienne offshore, technicien du rétrofit de véhicules, enfin voilà, on a toute une panoplie et on anticipe beaucoup, notamment sur l'industrie. On arrive à la fin de cette table ronde et on va boucler. On va revenir à la première question. Rapidement, à tous les trois, est-ce que le plein emploi, ça reste un objectif réaliste? On a vu en tout cas que la volonté était là. Écoutez, moi, le plein emploi, c'est un objectif, il faut se donner une cible. C'est vraiment clairement un objectif réaliste, mais moi, je ne vais pas me focaliser sur cet objectif-là. Le principal objectif, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus une seule entreprise qui, quand elle a un potentiel d'emploi, un besoin d'emploi, un besoin de candidat, qu'elle trouve le plus rapidement possible, de la façon la plus qualitative possible, le candidat qui correspond à son besoin. Et donc pour ça, il faut avoir un service de la formation et de l'emploi plus efficace. Aujourd'hui, en fait, on a énormément d'atouts, et je pense que c'est des atouts qui comptent dans les choix d'ailleurs des entreprises pour venir s'installer, ouvrir des usines, développer leurs activités en France. L'attractivité, elle vient aussi de sa main-d'œuvre, de son système. Il faut qu'on continue d'investir et puis d'améliorer ce système public de l'emploi pour faire en sorte que ce soit le meilleur ami RH des entreprises là-dessus. Et ça, on l'accompagne dans différents projets. Alors, il y a des grands projets. Je pense par exemple à Dunkerque, par exemple, sur lequel il y a énormément d'installations. On travaille en ce moment dans le Grand Est aussi. Et quand vous ouvrez une usine, bien sûr, c'est les conditions ou quand vous installez une entreprise, c'est les conditions d'installation, c'est la rapidité d'exécution, mais c'est aussi la capacité à trouver les bons candidats dans un temps rapide. Même question pour vous, plus court. Hein, oui, sinon je vais me faire tirer les oreilles. Moi. Je pense que on est à 2 points, c'est atteignable. Et puis je pense que France Travail va nous permettre d'encore mieux nous coordonner. Je ferai le pendant de Thibault. Il a parlé des entreprises. Moi, je pense aussi, avec le monde qui nous attend demain et toutes les transitions, il faut aussi qu'on laisse personne au bord du chemin et qu'on accompagne tout le monde sur tous les territoires. Donc nous, on travaille à la formation des premiers niveaux de qualification. C'est tout aussi important pour que les entreprises trouvent des compétences de techniciens notamment et d'ouvriers qualifiés. Alors, Roumillac, le mot de la fin. Moi, je suis raisonablement optimiste d'ailleurs. Bon, d'abord, l'économie est un cycle, donc il ne faut pas se stresser avec des indicateurs qui baissent, ils vont remonter à un moment. Je crois qu'on a démontré d'ailleurs que l'économie était capable de créer beaucoup d'emplois, qu'il y avait beaucoup d'expériences qui étaient en place qu'on va pouvoir passer à l'échelle. Et enfin, il faut aussi que l'ensemble de nos collaborateurs se mettent en mouvement. Il y a un très beau dispositif pas suffisamment connu, qui est le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, qui permet à chaque salarié de pouvoir se projeter et d'essayer de savoir qu'est-ce qu'il pourra faire demain en fonction de ce que sont les évolutions de ses métiers. Voilà, si on articule tous ces sujets, tous les acteurs tels que c'est parti, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Bon, on va terminer sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup Alain Roumillac, merci Pascal Dartois, merci Thibault Guilhuy pour ces échanges qu'on aurait pu poursuivre encore un bon moment. Merci beaucoup.
Ravie d'être là dans ce lieu. C'est toujours émouvant de se retrouver dans cet amphithéâtre. Je suis très heureux d'être là. Effectivement, je suis un grand fidèle des États de la France. L'accord de Paris, c'est plutôt la mise en route de la direction de l'économie mondiale vers une économie décarbonée. Quels sont les atouts de la France dans ce domaine? On se doute et on devine que sur le plan numérique, on n'a pas des atouts extraordinaires. On va retrouver sur place au CESE notre journaliste Charlotte Guerre. À ses côtés, Raymond Soubi. L'attractivité de la France suppose que la France soit capable de donner des réponses positives sans drame. Et donc ce qu'on doit faire, c'est diminuer notre empreinte carbone tout en continuant à garder le même niveau de vie. Le modèle d'hypermondialisation n'est plus soutenable, où on avait des composants qui parcouraient jusqu'à 800 000 km. Mais globalement, sur le plan de l'attractivité, la France se sort quand même bien de la mauvaise passe que le monde vient de traverser. En mettant en place le fonds de solidarité, tous ces choix aujourd'hui, tout le monde dit « Ah mais c'était bien normal, monsieur le maire. Tout le monde aurait fait la même chose à votre place. » J'en suis pas certain. Avoir des centres de décision dans notre pays, c'est garantir aussi des arbitrages qui sont favorables au tissu productif français. C'est un élément du combat que nous menons tous et toutes dans cette salle. Alors, le ministre vient de nous y inviter. Nous allons maintenant nous mettre au travail.